Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Je parle au-delà de la crise. Il faut réfléchir très sérieusement au niveau de la fiscalité pétrolière dans ce pays. Vous allez me dire, oui, mais la fiscalité pétrolière sert à l'État pour faire ça, etc. Alors, je vais vous donner le fond de mon sentiment. Les prélèvements sont trop importants, et notamment la fiscalité pétrolière. Et parce qu'ils sont trop importants, ils alimentent une dépense publique trop importante, dont je disais il y a un instant qu'elle me posait des problèmes de qualité. Est-ce que vous voyez la logique ? Sauf que vous dites ça au moment où nous allons avoir des problèmes de recettes budgétaires et où c'est sûrement la dernière mesure à laquelle va penser le gouvernement, se priver de la manne de la fiscalité pétrolière aujourd'hui. C'était possible il y a 3-4 ans, éventuellement. Non, vous avez raison. Mais comme je crois que l'économie, vous êtes économiste et je le suis un peu plus que vous par l'âge, l'économie est une science lugubre. Il ne faut jamais travailler en économie sur 2 ou 3 ans, jamais. Avant la baisse du prix du pétrole, les prélèvements étaient trop importants sur la Sonatrach et sur les partenaires de la Sonatrach. Parce que depuis 2008, vous le savez, le NOFT a fait un certain nombre d'appels d'offres dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont pas été fructueux et dont le moins qu'on puisse dire est qu'on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Mauvaise fiscalité, attendez à un moment donné, trop de prélèvements. Trop de prélèvements. Trop de prélèvements. Alors, on va dire, mais attention, Benachnou, ça, c'est l'agent de l'étranger. On m'a tellement souvent... Ça, là, je ne l'ai pas encore entendu. Hein. Je l'ai pas encore entendu. Vous ne l'avez pas entendu ? Non. Ah, si, on me l'a même écrit. D'accord. Donc, c'est tellement plus simple. Non, mais vous dites, dans le cas de Sonatrach, c'est beaucoup trop. Je dis simplement qu'il faut qu'on regarde ce problème sérieusement. Si un niveau de prélèvement est trop important et qu'il alimente une dépense publique dont l'efficacité marginale est discutable, alors il faut regarder les choses. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de prendre position sur le niveau 2, etc., mais regardons. Ok. Monsieur Benachnou, pour poursuivre votre raisonnement, ce prélèvement se fait au détriment de Sonatrach. Vous considérez que... Oui, donc ça veut dire qu'il pénalise les investissements de Sonatrach ? Évidemment. Oui. Évidemment. Qui sont insuffisants, vous Qui sont considérez... insuffisants, pas nécessairement en volume, mais en structure. En structure. En structure. Dans quel sens ? Je vais vous expliquer pourquoi Sonatrach me préoccupe. Parce que Sonatrach est pénalisée à double titre. Elle est pénalisée par la fiscalité pétrolière, j'en suis persuadé, et elle est pénalisée par le fait que ses prix sur le marché intérieur sont faibles. Donc elle a un double mécanisme de prélèvement. Tout à fait. C'est Sonatrach qui a pris en charge les automobilistes algériens, pour parler très simplement. Alors ça nous amène à la consommation, parce que tout à l'heure vous avez dit, vous avez dit l'investissement était insuffisant, vous avez commencé par dire quand même que la consommation était trop forte. Et vous dites que c'est les subventions qui soutiennent cette consommation trop forte. Alors les subventions soutiennent la consommation, à la limite, pourquoi pas. Sauf que ce soutien est inéquitable socialement. Vous voyez ce que je veux dire ? Que l'État subventionne lui-même à travers le budget ou à travers les sociétés publiques, Sonatrach, Sonelgaz, etc., qui subventionnent les consommateurs, à la limite, pourquoi ? Ça se fait dans le monde entier, etc. Sauf que, si vous regardez réellement, et nous l'avons fait, l'impact social de la subvention budgétaire et l'impact social de la subvention par les sociétés publiques, eh bien, cet impact est tout sauf équitable. Alger, pour parler de notre capitale que nous aimons tous, Alger prend une part plus que proportionnelle, plus que disproportionnée de la subvention publique. Vous avez c'est un domaine dans lequel vous possédez une légitimité particulière, puisque vous êtes le créateur du Fonds de régulation des recettes. Alors, est-ce que, premièrement, on peut vous demander, est-ce que vous craignez l'extinction
de ce fonds de régulation, puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui nous annoncent qu'au rythme actuel de dépenses, en 2016, il n'y aura plus de fonds de régulation des recettes. Donc vous êtes probablement attaché à l'existence de ce fonds, puisque vous en êtes le créateur. Quelles sont vos prévisions dans ce domaine ? Et qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est un instrument utile ? Est-ce qu'on doit limiter son usage, comme ça a été proposé récemment, disons ? C'est une question importante. D'abord, ce n'est pas 2016 qu'on parle à l'heure actuelle, on parle de 2019, si on continue dans le rythme actuel de la dépense publique, etc. On parle plutôt de 2019. Le fonds de régulation des recettes a été créé, effectivement, par le gouvernement auquel j'ai appartenu, et l'idée était très simple, c'était de dire il faut isoler relativement, mais isoler la dépense publique des fluctuations du prix du pétrole. C'est ça l'idée de base. Et on avait à cette époque-là dit, la meilleure façon de faire, c'est de créer ce fonds et de dire, dorénavant, le budget, on le fera sur 19, si j'ai un bon souvenir, on le fera sur un prix de référence de 19, et ensuite, l'argent ira là-bas pour faire de la politique anticyclique en cas de besoin. C'est ça l'idée. En 2006, l'idée aussi était de dire que si le gouvernement a besoin d'argent, une fois qu'il a pris les $19, si le gouvernement a besoin d'argent, il n'a qu'à aller sur le marché emprunter. Donc il n'était pas question de combler le gap entre les dépenses. Voilà. En 2006, une loi est intervenue pour dire non, au-delà des recettes du prix de référence, le gouvernement a le droit d'aller chercher de l'argent dans le fonds de régulation pour combler tout ou partie du déficit. Est-ce qu'il n'était pas plus simple d'avoir un prix de référence un peu plus réaliste ? J'étais contre cette mesure, je le reste, et je disais qu'il fallait, comme vous venez de le dire, changer le prix de référence, mais garder la rigueur initiale. Parce que c'est trop facile de dire je fais un prix de référence à 37, mais je vais me servir chaque fois que j'ai besoin d'argent. Ça n'a plus de sens. Le FLN s'occupe d'autre chose. Le FMI n'a pas cessé de nous le dire. Chaque année, le FMI, dans son rapport de l'article 4, dit « Monsieur, vous allez chercher trop souvent l'argent là-dedans, donc ça ne sert à rien. » Je continue à penser qu'il faut être sage. On change le prix de référence, 37 n'est certainement pas suffisant. Quand je l'avais fixé à 19, rappelez-vous que l'OPEP se battait pour 22. Comme moi, j'avais fixé à 19. Les choses ont changé après 2004, et j'avais proposé que progressivement on sorte le prix de référence et qu'on le monte progressivement, parce qu'il était effectivement devenu difficile de garder un prix de référence à 19 ou même à 37 lorsque le baril était à 100, 110, etc. Bon. Donc il faut être sage. Être sage, ça veut dire on change le prix de référence, mais on maintient la règle. Le gouvernement ne touche pas au fonds de réserve. Et j'allais presque vous dire, si vous permettez, que si un jour on fait une révision constitutionnelle, il faut sanctuariser le fonds de réserve. Ah, vous êtes pour une sanctuarisation institutionnelle, constitutionnelle du fonds de... Oui. Bien. Ce serait quoi ? Après discussion et après analyse de la situation et fixation d'un prix correct. Moi, je pense, pour dire quelque chose comme ça, avant analyse et avant discussion, qu'autour de 60, ce serait correct. Fixe un prix raisonnable à 60, étant donné la discussion tout à l'heure sur les prix internationaux, etc. Et puis après, on sanctuarise. Sanctuarise, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, d'accord. Mais dans votre raisonnement, si le gouvernement, manifestement aujourd'hui, il a besoin de ressources supérieures à ce que procurerait, un baril à $60. Donc, il doit aller vers le marché, sur le marché financier. C'est possible, aujourd'hui. Le coût de l'emprunt n'est pas très élevé. Et c'est tout à fait possible. Vous savez, quand j'étais aux finances, avec l'aide de quelques collaborateurs tout à fait compétents, nous avions démarré la création du marché des capitaux algérien.
travers les emprunts obligataires. Et on avait dit aux sociétés, allez, sortez un peu des banques, allez montrer vos comptes là-bas, hein, pour voir un peu, comme on leur disait. Absolument. Allez sur le marché chercher de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il fallait un marché des capitaux. Nous n'avons toujours pas de marché de capitaux. Pourquoi nous n'avons pas toujours? Parce que les titres d'État étaient un instrument majeur du marché des capitaux. C'était l'idée qu'on avait de dire, allez, l'État va y aller. Quand l'État y va, ça rassure aussi les opérateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des titres d'État, on fait ce qu'on appelle une ligne de rentabilité. Enfin, ça, c'est des trucs techniques. Est-ce que dans ce Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.